Savez-vous ce que l'on appelle la décarbonation de l'économie? Quels en sont les enjeux, les problématiques? Comment les filières d'activité d'un pays s'organisent-elles pour maîtriser leur impact carbone? À quelles avancées technologiques assiste-t-on pour répondre à ces objectifs de décarbonation? C'est ce que nous vous proposons de découvrir maintenant avec Philippe Narassiguin, docteur d'État en sciences économiques, pour ce nouvel épisode des questions économiques contemporaines. Et nous vous proposons donc de découvrir cette question de la décarbonation de l'économie, des problématiques et la question du financement avec Philippe Narassiguin, que nous sommes heureux de retrouver aujourd'hui. Bonjour Philippe Narassiguin. Bonjour Christophe Porlier. Comment allez-vous? Ça va, très bien. Très bien. Mais écoutez, on aborde un sujet qui est extrêmement passionnant, je pense qu'il intéressera nos téléspectateurs. Donc la question de la problématique de la décarbonation de l'économie, c'est le thème de cette partie 1. Et la deuxième partie sera consacrée à la question du financement de toutes les mesures envisagées. Alors, tout d'abord, Philippe Narassiguin, je vous propose, et comme vous aimez le faire, peut-être de revenir sur ce que l'on entend lorsqu'on parle de problématique de décarbonation, sur la définition de ce que l'on appelle la décarbonation. La définition, elle est finalement assez simple. Il s'agit en réalité de réduire le niveau des émissions de gaz carbonique, donc ce qu'on appelle le dioxyde de carbone, et de réduire la consommation d'énergie primaire, à savoir le pétrole, le charbon et le gaz, qui émettent, comme vous le savez, des gaz à effet de serre. Et il faudra les remplacer par des énergies renouvelables, j'espère, non carbonées, donc décarbonées, et par exemple aussi le nucléaire qui n'est pas carboné. Donc voilà la problématique fondamentale de la décarbonation. Donc réduire vraiment la consommation d'énergie primaire. Et donc du gaz à effet de serre. Alors, donc une fois que nous avons effectivement, pour le coup, nous sommes mis d'accord sur cette définition, vous avez prévu de nous parler d'un certain nombre de secteurs, de filières d'activité, où effectivement un certain nombre de mesures sont envisagées. On parlera des transports routiers, du transport aérien, du transport maritime, du bâtiment et des technologies qui seront mises en œuvre pour tout cela. Et je vous propose de commencer, de rentrer tout de suite dans le vif du sujet et de nous intéresser à la décarbonation dans les transports routiers. Et alors, quel est l'état des lieux? Qu'est-ce que vous avez observé dans vos recherches? Alors, l'état des lieux, effectivement, c'est que le transport routier représente en Europe 25% des émissions européennes de gaz à effet de serre, dont 72% provient du transport des marchandises. Et par conséquent, l'objectif de la décarbonation des transports routiers est d'atteindre la neutralité carbone. Le but visé, vous le savez, l'objectif, c'est d'émettre le moins de gaz carbonique avec la technologie existante actuellement et puis les technologies à venir naturellement. Et on va voir les technologies à venir pour décarboner. Alors justement, quelles sont les mesures? Donc effectivement, on envisage d'utiliser des technologies émergentes. Bon, on le voit, le parc automobile est en train de se renouveler, y compris pour les transports routiers. Tout à fait. Et donc quelles sont les mesures qui sont envisagées donc, pour mener cette décarbonation? Alors, évidemment, pour la voiture, les camions en général, vous le savez, l'objectif, c'est vraiment des transports routiers à batterie électrique. C'est l'objectif ultime, si je puis dire. Actuellement, on va dire que près de 10% des voitures sont électriques, et le but étant effectivement d'arriver à sans doute 100%. Alors, dans ce cadre-là, l'Union européenne met en œuvre donc la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement qui doit se faire donc en amont de la fabrication des batteries. Et on voit sur le tableau ce que contient finalement cette traçabilité. Le pourcentage des matières premières recyclées, mise en place d'un véritable passeport pour les batteries, état de santé de la batterie, etc. Donc ça, c'est le contenu finalement des mesures qui sont prises par l'Union européenne. Donc on est capable de tracer l'impact carbone pour la production de batteries qui sont produites à l'autre bout de la planète, par exemple? Ça, j'espère. Parce que c'est ça l'objectif. Le bilan il doit être global, il ne doit pas être local. Non, mais tout à fait. Le bilan doit être global et non pas local, bien sûr. Donc, effectivement, des mesures qui sont envisagées au niveau de l'Union européenne pour ce qui nous concerne. Dans d'autres pays, et j'imagine qu'il y a d'autres réglementations qui sont également, que ce soit en Afrique, Nord-Amérique, Amérique du Sud, Extrême-Orient,
et autres pays. Est-ce qu'on a aujourd'hui, parce que le tout électrique, ça reste un sujet de préoccupation, est-ce qu'il y a consensus sur cette question? Pour l'instant, il n'y a pas de consensus dans la mesure, par exemple, un grand constructeur, je crois que c'est quasiment le premier constructeur mondial, ça dépend des années bien sûr, c'est Toyota qui finalement a décidé de diversifier ses choix technologiques et qui dit finalement il faudra à la fois des voitures à hydrogène, des modèles électriques, des voitures thermiques. Donc vous voyez que vous le voyez là sur le slide qui est là, que Toyota n'est pas dans cette optique d'unicité finalement, de dire du dogme du tout électrique, et donc maintient quand même sa position pour l'instant. Mais je crois que la position de Toyota sera, avec les avancées technologiques, sera partagée par d'autres constructeurs. D'ailleurs, certains constructeurs en parlent déjà. Je ne sais pas là si les gens le voient au tableau. Alors, justement, cette question du tout électrique, bon, là vous parlez de Toyota, mais je veux dire que c'est des choix, l'hybridation, ils l'ont maintenu, parce que c'était des précurseurs sur l'hybridation de la motorisation. Et de nos jours, effectivement, quand on parle de voitures à hydrogène, on voit là qu'il y a un problème avec les batteries électriques, quoi. Donc c'est toujours quand même la question qui fait que peut-être demain, il y aura d'autres technologies qui y seront plus autonomes, qui rejoindront un peu ce qu'on connaît avec le thermique, avec les énergies voilà, tout fossiles. Dépendra de l'évolution technologique. Pour l'instant, on fait un choix quasiment exclusif, unique, et puis on verra par la suite, avec les innovations technologiques, qu'est-ce qu'il en adviendra finalement de ce choix unique. Alors ça c'est pour le transport routier. Maintenant abordons la question du transport aérien. Alors est-ce que les problématiques sont les mêmes pour le transport aérien? Alors pour le transport aérien, les problématiques ne sont pas tout à fait les mêmes, dans la mesure où c'est vrai que le secteur des transports aériens compte pour 915 millions de tonnes de CO2, mais d'abord premièrement les émissions, 2,5% des émissions mondiales, ce qui est très peu finalement. Et le transport aérien a déjà investi énormément dans les économies d'énergie finalement, 150 milliards dans la recherche et développement depuis 10 ans. Et le but en fait c'était d'accroître l'efficacité énergétique, parce qu'au fond ce qui coûte beaucoup au transport aérien c'est le kérosène, en fait, tout ce qu'on met dans le carburant si je puis dire. Bon. Et ce qui fait que la consommation par siège par exemple a déjà diminué énormément de 82%. C'est d'ailleurs considérable. C'est tout à fait considérable. Donc on n'a pas attendu, le transport aérien n'a pas attendu la mode actuelle pour pouvoir faire des recherches poussées. Et juste un point, 60% de ces 2,5% d'émissions proviennent donc des vols internationaux. Alors Philippe Narassiguin, c'est d'ailleurs assez étonnant. Je pense qu'il y a des lieux communs. On dit souvent je fais attention à mon bilan carbone, j'évite de prendre trop l'avion. Et là on s'aperçoit qu'au final le transport aérien représente que 2,5% des émissions mondiales de CO2. On s'est beaucoup agité, et puis après quand on regarde la réalité, on voit la réalité vraie, si on peut dire, par rapport aux différents secteurs. Donc il est important de faire une analyse sectorielle et non pas globale, et de dire que dans cette analyse sectorielle, quelles sont les branches d'activité, les filières qui sont évidemment le plus émetteurs de gaz à effet de serre, qui utilisent le charbon, le pétrole, le gaz naturel, et puis, par exemple, le transport aérien qui finalement ne compte que pour très peu dans les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc là, pour le coup, ils sont en avance finalement. C'est un secteur qui a massivement investi dans la recherche et développement. Oui, massivement investi. On voit le chiffre d'ailleurs, 150 milliards d'euros. 150 milliards d'euros investis depuis 10 ans dans effectivement la recherche et développement, ce qui explique ces progrès. D'ailleurs, on le voit, nous, à La Réunion, par exemple, les avions à 4 réacteurs, on n'en voit plus, 2 réacteurs, des avions plus petits d'ailleurs, qui donc doivent avoir un meilleur rendement effectivement énergétique. Alors, toujours quelles sont les mesures donc, qui sont prises dans ce secteur des transports aériens, qui est très réglementé? Donc, le but, effectivement, c'est de parvenir à un objectif de zéro émission nette de carbone en 2050. Et sur les vols de moyen courrier, le recours à l'hydrogène liquide est envisagé. Et l'hydrogène liquide sera utilisé comme combustible, bien sûr. Est-ce que vous pourriez préciser, lorsqu'on parle de zéro émission nette de carbone, qu'est-ce qu'on entend par là? Au fond, on va s'affranchir finalement de tout ce qui est pétrole, kérosène, carburant classique finalement. Parce que n'oubliez pas que quand on parle de gaz à effet de serre, on parle de quoi exactement? D'émissions de gaz à effet de serre, on parle du pétrole, du gaz naturel et du charbon. Il faut toujours revenir à ces 3 matières premières fossiles
qu'on nous répète dans l'ensemble des médias aujourd'hui depuis quelques années. C'est-à-dire qu'on voit aussi le bilan entre l'émission et la capture de CO2. Je voilà, pense qu'on travaille beaucoup sur on n'en parle pas là, on n'en parle pas, mais j'imagine qu'il y a aussi cette question. En général, quand on parle de net, c'est toujours un différentiel, finalement, une différence. C'est un différentiel, donc ça c'est effectivement à vérifier, mais pour le coup c'est un objectif très très ambitieux, 0 émission nette en 2050. Oui, et on verra pourquoi le secteur aérien va réussir relativement rapidement. D'accord. Par la suite, voilà. Ils envisagent aussi pour les moyens courriers de recourir, vous le précisez, à l'hydrogène liquide déjà, ça fait partie des plans. Il y a déjà un certain nombre de pays qui recourent à l'hydrogène, notamment par exemple l'hydrogène vert pour les trains, par exemple, c'est déjà... Le problème du secteur aérien, c'est que partir avec des batteries chargées électriques, des moteurs, des réacteurs électriques, à ce jour, ça n'est pas technologiquement possible. Non, mais disons que cette décarbonation, elle est quand même très bien avancée parce qu'ils ont amélioré, on l'a vu, l'efficacité énergétique de façon considérable. Et puis, il ne faut pas oublier que ce sera relativement facile pour le secteur aérien dans la mesure où c'est un petit nombre d'acteurs, au fond. Le marché était un marché de duopole sur les longs courriers, notamment Airbus et Boeing. Et par la suite, quand on regarde vraiment les constructeurs moyens courriers, on en a au Brésil, on en a en Chine, maintenant, bien sûr. Mais ça reste un marché d'oligopole. Mais pour l'essentiel, c'est un marché de duopole, avec 2 constructeurs. Donc au fond, finalement, on va le voir par la suite, si on regarde juste la diapo d'après, c'est que par rapport à l'industrie automobile, l'industrie automobile, il y a une multiplicité d'acteurs. Ensuite, le problème de l'industrie automobile, c'est l'accès aux ressources. On a beaucoup parlé, on a même évoqué ces problèmes l'an dernier, je crois, quand on avait fait des émissions sur les batteries électriques, ou l'année d'avant, je ne sais plus. Et l'accès au lithium, au cobalt, au nickel, au minerai. Pour l'industrie aérienne, ce problème ne se pose pas. Et donc, vous voyez que, pour l'industrie automobile, troisième point important, c'est qu'il faut vraiment maîtriser la chaîne d'approvisionnement, ce qu'on appelle la supply chain. L'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, depuis l'extraction des matières premières, la fabrication des batteries électriques, et puis, disons, l'industrie. Est-ce qu'on aura une industrie chez nous ou pas? Est-ce que les pays disposeront d'une industrie chez eux ou pas? Quels seront les composants, les semi-conducteurs qui seront là, qui seront à l'intérieur de ces batteries électriques? Donc tout ça, c'est quand même des questions qui se posent. Et en plus, le prix de revient des véhicules aura un impact sur la compétitivité des constructeurs. Alors que dans l'industrie du transport aérien, avec un duopole, oligopole, si on prend les moyens courriers, oui. La question, elle ne se pose même pas. Tout est déjà normalisé. Après, on va jouer beaucoup plus dans cette industrie du transport aérien sur les innovations technologiques, mais pas sur le prix de revient, parce qu'on peut avoir des prix de revient tout à fait comparables, parce qu'il n'y a pas la complexité de la fabrication qu'impose en quelque sorte la fabrication de voitures électriques. Oui, oui. Donc le secteur aérien est un secteur quand même très particulier, très concentré avec très peu d'acteurs. Donc en termes de compétitivité internationale, du coup, ça effectivement... On peut avoir effectivement dans l'industrie automobile, on voit ça, on peut avoir une redistribution une redistribution de la carte industrielle à l'échelle mondiale. D'accord ? C'est pour ça que j'ai mis quelques points comme ce que l'Inflation Reduction Act aux États-Unis, c'est effectivement, on peut dire que c'est du protectionnisme, mais maintenant tout le monde s'organise pour produire tout chez soi en quelque sorte, pour avoir les mines là même sur place, les batteries électriques, les semi-conducteurs sur place. Donc en fait, on assiste vraiment à un redéploiement, on peut assister à un redéploiement de la carte industrielle à l'échelle mondiale, ce qui peut effectivement gêner un certain nombre de constructeurs. Est-ce que vous précisez, et donc délocaliser, les constructeurs vont aller vers les sites où il est facile de fabriquer une voiture. Donc on risque aussi d'avoir des délocalisations industrielles massives. Si on n'est pas capable de maîtriser la chaîne d'approvisionnement chez nous. Mais quand je parle de chaîne d'approvisionnement, ce n'est pas seulement maîtriser les mines de lithium, de cobalt, de nickel, mais c'est aussi le reste. Fabriquer les batteries électriques, avoir des semi-conducteurs, avoir des batteries performantes, compétitives, donc avec quel coût de
revient, quel coût de main-d'œuvre, etc. Donc, vous voyez que ce n'est pas un petit problème, à mon avis. C'est pas un petit problème. Donc pour l'Europe, donc vous avez une diapo d'ailleurs qui conclut là-dessus, hein, la prochaine diapo sur cette histoire de compétitivité internationale et de décarbonation. Donc vous venez de. Ah ben voilà, donc préciser. la diapo elle est là devant La moi. diapo est là devant vous. Donc effectivement, ça résume bien cette question effectivement de la recomposition de la carte industrielle mondiale des constructeurs. Il va falloir s'adapter. Alors pour le coup, l'Europe et la France en particulier qui souhaitent se réindustrialiser, il y a peut-être des places à prendre là. Bah, il y a aussi des gens qui sont, enfin des pays ou des entreprises qui sont déjà très en avance, et notamment dans la chaîne d'approvisionnement. Les pays qui maîtrisent les mines de lithium, et deuxième point, premier point donc, et deuxième point, les pays qui maîtrisent la production de semi-conducteurs. Donc on arrive quand même bien plus tard, avec 10 à 15 ans de retard, déjà sur les semi-conducteurs par exemple. Alors, Philippe Narassiguin, est-ce qu'on constate la même chose dans le transport maritime? Quel est l'état des lieux sur ce transport maritime? Le transport maritime, je dirais qu'il est comparable au transport aérien, parce que finalement, il est responsable de 3% des émissions de gaz à effet de serre, donc très peu. Et en 2018, déjà, l'Organisation maritime internationale s'est engagée à réduire de 50% l'émission des gaz à effet de serre pour 2050. Et toute la chaîne donc, qui constitue la filière est concernée. Alors, ce qu'on voit là, c'est les mesures qui sont prises. D'accord ? Oui. Si on prend la logistique, la digitalisation, la réduction de la vitesse des navires, l'utilisation, le mode d'utilisation des navires, la taille des navires. Ensuite, l'hydrodynamique, le revêtement de la coque par exemple, l'optimisation de la forme de la coque, le nettoyage, machinerie, l'amélioration de l'efficacité des machines, la récupération de la valeur résiduelle, la limitation de la puissance des moteurs par exemple, l'énergie, bon, gaz naturel liquéfié, biocarburant, électrification, méthanol, ammoniac, énergie éolienne, nucléaire, donc les idées ne manquent pas, les technologies ne manquent pas en tout cas. Et puis le post-traitement, c'est la capture du carbone et le stockage. Et en bas, vous avez à peu près les chiffres qui vous disent est-ce que ce sera... quelle est la fourchette en fait? Est-ce que ce sera supérieur à 20%, entre 5 et 15%, ou même ça peut aller jusqu'à 100% lorsqu'on parle de l'énergie. D'accord? Alors, déjà l'objectif de toutes ces mesures est d'obtenir des navires zéro émission d'ici 2030 en Hongrie. C'est très très rapide aussi pour l'industrie du transport aérien. C'est extrêmement rapide. Oui, parce que d'abord elles sont... Déjà les avancées sont déjà là. Les avancées sont déjà là. Les avancées sont déjà là en réalité. On a beaucoup travaillé sur toutes ces technologies depuis une quinzaine d'années. Pour une raison simple, c'est qu'il fallait abaisser les coûts de revient au maximum pour être compétitif sur le marché du transport aérien, notamment des conteneurs par exemple. Et ça, ça a été fait. C'est un peu comme ce qui s'est passé pour le transport aérien, dans la mesure où on était obligé de baisser, améliorer l'efficacité énergétique. Et donc, on l'avait vu, je crois que c'était par siège, c'était 82% de gagné finalement. On a amélioré par siège, on a gagné 82%, on a amélioré l'efficacité énergétique par siège dans les avions de 82%. Donc vous voyez que finalement, ils n'ont pas attendu les discours qu'on fait depuis quelques années. Il s'agit de compétitivité. Il s'agit de compétitivité, il s'agit d'entreprises privées. Nous, et puis nous, le problème qu'on a, c'est que, vous voyez, je dis toujours, raisonner avec des slogans, c'est bien, mais le problème, c'est qu'on est très en retard. Parce que si on vient 10 ans après avec des slogans, et puis la technologie ne suit pas parce qu'on n'a pas la technologie chez nous, c'est très très compliqué. Alors, on essaie là, je le vois avec les batteries électriques, rapidement d'essayer pas de combler le retard, mais d'avoir au moins une ou deux usines de batteries électriques chez nous. Mais vous vous rendez compte l'avance que des entreprises qui ne sont pas chez nous ont pris depuis 15 ans, notamment en matière de maîtrise des approvisionnements, donc lithium, des matières premières, lithium, nickel, cobalt, et de maîtrise de l'industrie des semi-conducteurs, si on prend uniquement ces deux aspects. Voilà. Donc c'est vrai que ce secteur maritime qui est aussi très compétitif et sur lequel repose une grande partie de l'économie et des échanges économiques mondiaux à travers les transports de marchandises, la supply chain dont vous parlez qui est extrêmement importante. Tout à fait. Donc là-dessus également, alors si on prend le cas de la France par exemple, on avait aussi une tradition de construction de navires de transport aussi bien...
Oui, mais actuellement, c'est... La R&D, donc là, c'est aussi de la R&D, ça suppose de l'investissement massif. Oui, mais là, c'est un retard de combien d'années? De 15 ans, de 20 ans, je ne sais pas exactement, il faudrait voir. D'accord, donc il faudrait faire là-dessus. Parce que là, la production de navires, de gros navires, etc., c'est des productions qui se font massivement dans d'autres pays aujourd'hui. Ça mériterait une émission à part entière. Voilà. Donc, effectivement, je vous propose d'enchaîner, puisqu'on découvre cette question par secteur d'activité. Alors, le bâtiment que tout le monde connaît, on en parle beaucoup, la question de l'énergie, effectivement, dans le bâtiment. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? C'est là où on trouve, effectivement, les émissions les plus importantes de gaz à effet de serre. Et par exemple, si on retient le cas de la France, les bâtiments représentent 25% des émissions de GES, de gaz à effet de serre, et 45% de l'énergie consommée. Donc là, vous voyez des objectifs de réduction de CO2, de gaz carbonique, moins 49% en 2030 et moins 100% en 2050 par rapport au niveau de 2015. Donc on est toujours sur cet agenda 2050, moins de 100% dans tous les secteurs en fait. Oui, donc pour l'instant, oui, on est encore à cet agenda-là. Et puis, bien sûr, il y a des mesures qui sont prises. Ces mesures qui sont incitatives et réglementaires. Alors, on a effectivement, là vous voyez pour le neuf par exemple, la réglementation, on va imposer aux bâtiments neufs des plafonds d'émissions de gaz à effet de serre. Et dans l'ancien, il y aura l'interdiction, alors l'interdiction d'augmenter les loyers des logements classés GF dès depuis l'an dernier. C'est déjà passé en fait. C'est déjà passé. 2022, d'accord. 24 août 2022. L'interdiction de louer les logements classés G, F et E de 2023 à 2034. Interdiction de louer. Interdiction de louer. Donc on aura une crise de logement. Bon, après on va faire l'évaluation. L'audit énergétique obligatoire des logements classés G et F, qui est prévu pour le 1er avril, donc c'est déjà passé là aussi, 2023. Voilà donc les principales mesures finalement. Après vous avez pour les terrains par exemple, les locaux tertiaires de plus de 1000 m², la réduction des consommations énergétiques de 40% en 2030, 60% en 2050, et puis équiper les toitures de panneaux voltaïques ou les végétaliser. Voilà donc les mesures qu'on prend. Et puis ces mesures, évidemment, tombent sous le coup de la loi, d'où toutes les réglementations qui sont... Alors, ce sont les réglementations européennes ou françaises que vous nous présentez? Là, pour le coup, ça c'est français, ça. Je ne sais pas comment ils expliquent ça en Europe, mais nous, là, je vous parle des réglementations françaises, bien sûr. Voilà. D'accord. Peut-être que c'est harmonisé au niveau européen, ça, je n'ai pas vérifié. Donc, alors, du coup, c'est une conséquence à la fois pour les propriétaires, les acheteurs. Quelle évaluation l'évaluation pour les propriétaires, bon, cette adoption de nouvelles normes va induire un coût supplémentaire pour les propriétaires de logements. Et le problème, c'est que le coût de la rénovation thermique risque d'être élevé. Ça dépend de la taille des appartements, bien sûr. Mais si on a des coûts qui vont de 10 000 € à 40 000 €, même plus, regardez que ça représente quand même plusieurs années de loyer pour un propriétaire. Donc alors évidemment, vous allez me dire, les aides existent, mais le problème, c'est que les aides sont fonction du revenu des propriétaires. Voilà. Alors, il ne faut pas oublier qu'en France, juste un chiffre, c'est qu'il y a plus de 5 500 000 logements à rénover. Et donc, la conséquence, c'est qu'il y aura une tension très forte sur le marché de l'immobilier, soit pour la location, soit pour l'acquisition. Donc, on n'est qu'au début, peut-être, d'une crise immobilière. Alors là, oui, effectivement. Et si effectivement, il y a des acheteurs qui achètent, comme c'est le cas, des logements dans l'ancien, ce seront donc les nouveaux acquéreurs qui devront effectuer les travaux. Et alors, problème qui se pose sur le plan pratique, intégrer ce coût dans les emprunts bancaires, ça va s'avérer vraiment très compliqué. Parce que cette obligation réglementaire, elle a un objectif, c'est aussi de favoriser le développement économique sur un secteur qui est le secteur de la décarbonation du secteur du bâtiment. Mais au final, comme vous le précisez, par exemple, les dossiers bancaires peuvent être rejetés. Alors, il y a deux problèmes. Alors, revenons à la première partie de votre question. Si on écoute les professionnels qui parlent de ces questions-là, déjà, ils ont des gros problèmes à trouver des entreprises compétentes. Il y a des gens qui disent, ça fait 1 an que j'attends une entreprise pour faire les travaux, je n'ai pas d'entreprise. C'est-à-dire qu'on a fait des discours, mais on n'a pas préparé
il faut des entrepreneurs, il faut des entrepreneurs, des entreprises qui peuvent faire ce type de métier, qui peuvent répondre. Donc on aura un très gros problème de trouver tout simplement de la main-d'œuvre qualifiée, des entreprises qualifiées et répondant aux normes. Bon. Et puis effectivement, pourquoi je dis que c'est une question pratique sur le plan bancaire? Parce que ce que je conseille, s'il y a des acheteurs, des nouveaux acheteurs qui m'écoutent, moi je le dirais de financer, si effectivement votre dossier bancaire peut être rejeté, de bien réfléchir à vraiment ne faire l'emprunt qu'au niveau du coût du bâtiment. Et si vous avez de l'épargne, de mobiliser cette épargne pour la rénovation. Encore faut-il avoir épargné pendant un certain temps, pendant longtemps, quel que soit le type d'épargne. Parce que derrière ça, il y a encore les frais de notaire. Donc là encore, on voit que les frais de notaire qui n'ont pas varié entre-temps, enfin qui sont restés à peu près stables, hein, on va dire. Et là, on voit que les nouveaux acquéreurs, finalement, lorsqu'ils intègrent les frais de notaire, ils risquent des rejets. Parce que le montant de l'emprunt est trop élevé. Donc déjà, si vous ajoutez à 170 000, 14 000 euros ou 10 000 euros, 11 000 euros de frais de notaire, vous augmentez le montant de l'emprunt. Si en plus vous ajoutez le coût des travaux, là vous êtes sûr, quasiment sûr que le dossier sera rejeté si vous êtes dans la tranche de revenus extrêmement moyens. Des ratios d'endettement qui sont... Des ratios d'endettement de 33%. Revenus trop importants. Sur endettement, remboursement de la dette, remboursement mensuel divisé par le revenu mensuel. Alors, Philippe Narassiguin, c'est un sujet que nous allons aussi aborder en détail dans la deuxième partie de cet épisode. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, justement, parce que pour mener toutes ces opérations, on l'a vu, il fallait de l'innovation, de la R&D, qu'est-ce qu'on peut parler, comment peut-on aborder la question des technologies pour la décarbonation? Oui, alors, en matière de technologie pour la décarbonation, j'ai regardez le tableau qui est là, un tableau, donc vous avez l'hydrogène à bas carbone, c'est de l'hydrogène décarboné qui permet de réduire effectivement massivement les industries qui sont émettrices de CO2. Vous avez la biomasse qui définit... biomasse c'est quoi? C'est l'ensemble des matières organiques qui peuvent devenir des sources d'énergie. Des sources d'énergie. Y compris par exemple les déchets des restaurants. Hein. Oui, c'est toute matière organique et de la biomasse. Voilà. L'électrification des procédés, donc qui vise à remplacer les moteurs chaudières par des composants électroniques, d'accord. Et puis bien sûr la capture et la séquestration du carbone qui permettent de retenir donc. Ça, il y a des projets extraordinaires. Là, oui, de retenir du CO2, capter du CO2, de le stocker. Le stocker par des procédés industriels. Donc les lieux de stockage dans des formations géologiques profondes. Enfin bon, moi je suis pas ni géologue ni technicien. Voilà, un spécialiste, vous êtes un économiste, mais voilà. Ça c'est la question des technologies malgré tout qui va permettre de mener à bien cet objectif effectivement de décarbonation de l'économie. Tout à fait, tout à fait. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure pour cette première partie, Philippe Narassiguin? Comment est-ce qu'on peut conclure cette première partie? Nous avons des objectifs ambitieux, c'est vrai. Vous l'avez vu, des dates ont été fixées, 2030-2050, pour la réduction des gaz à effet de serre. Deuxième point, c'est que ces objectifs vont se heurter à la complexité des filières d'activité. On a fait la différence entre la filière maritime, la filière aérienne, où là, les choses paraissent en tout cas plus simples. Et on l'a expliqué pourquoi. Et puis, des filières comme le bâtiment et l'automobile, où là, les choses seront beaucoup plus complexes, posant beaucoup de questions. Compétitivité industrielle pour les constructeurs automobiles, et puis tout le marché de l'immobilier. Quelles sont les conséquences pour le marché de l'immobilier, pour les acheteurs, pour les acquéreurs, pour les emprunts bancaires, etc. Donc ça, je crois que c'est ça en fait qu'il faut retenir de cette première partie. C'est les 3 points fondamentaux. Voilà. Philippe Narassiguin, merci beaucoup. Donc nous allons conclure cette première partie et donc vous donnons rendez-vous pour une deuxième partie qui sera consacrée aux besoins d'investissement et au financement de la décarbonation. À très vite.